Bonsoir, donc Laurence Barrier, je suis chef de service au CRDV et je coordonne les programmes qui accompagnent les enfants entre 0 et 9 ans. Voilà, donc comme Monsieur Grégoire a pu vous le dire, on va vous présenter un petit peu les résultats du projet européen auquel on a participé entre octobre 2015 et septembre 2018, qui était donc un projet sur les enfants ayant des troubles neurovisuels associés à une déficience visuelle. Un petit plan général de notre présentation. Pour ce qui me concerne, je vais vous donner un petit peu le cadre du projet, tant au niveau organisationnel que voilà, des petits points d'information concernant les différents meetings que nous avons menés. Donc c'est une partie qui sera assez rapide. Ensuite, je donnerai la parole à Madame Dalins qui vous parlera des pathologies neurovisuelles. Dans une troisième partie, Isabelle Carré, orthoptiste, et Mathilde Arré, neuropsychologue, vous parleront donc du protocole d'évaluation qui a été donc construit pendant ces 3 ans de projet. Et puis pour terminer, nous vous présenterons 3 cas cliniques d'enfants qui ont bénéficié en fait de cette expérimentation. Donc les informations générales, je vais vous dire rapidement les points qu'on va aborder. Donc le contexte, les objectifs du projet, une courte présentation du réseau Inviter, ce que M. Grégoire a déjà fait en quelques mots. Dire un petit peu quels étaient les partenaires de ce projet, puisque voilà, nous on parle là au nom du CRDV, mais on était nombreux à participer à ce projet européen. Quelle population a été choisie pour faire partie de ce protocole? Quels étaient les attendus du projet? Parce que quand on parle de projet européen, on parle de financement et il y a aussi donc des travaux à rendre à des dates précises. Et puis, quelles ont été les modalités de travail? Alors, le contexte, il se trouve qu'en fait, les établissements médico-sociaux comme le nôtre, qui accompagnent des enfants déficients visuels, ont de plus en plus dans leur public, à l'heure actuelle, des enfants qui, en plus, ont des troubles neurovisuels. Et il se trouve que ces enfants-là, qui associent et la basse vision et des troubles neurovisuels, ont besoin d'un accompagnement différent et de l'accompagnement des professionnels qui sera différent d'enfants ayant simplement une déficience visuelle. Donc l'objectif de ce projet était de recueillir en fait toutes les expériences menées au niveau européen en termes d'évaluation et d'accompagnement des enfants ayant des troubles neurovisuels associés à une déficience visuelle, et puis de développer un processus commun d'accompagnement de ces enfants. Alors, le réseau Inviter, c'est donc le réseau européen dont on fait partie et qui a permis que l'on puisse participer à ce projet-là. C'est donc un réseau européen d'éducation et de recherche dans le champ de la déficience visuelle qui regroupe à l'heure actuelle 27 organisations dans 16 pays européens différents. Je vous fais un bref petit point sur le réseau francophone en déficience sensorielle et du langage, puisqu'il a été aussi impliqué dans la mesure où, en plus des pays européens qui ont participé, on avait également un établissement du Québec. Donc ce réseau francophone regroupe 30 établissements en France et en Belgique, au Québec, au Bénin et en Haïti. Alors les partenaires du projet, vous pouvez les voir là. Au niveau de l'Europe, 5 pays différents ont participé au projet. La France, l'Espagne, la Croatie, la Belgique, les Pays-Bas et un établissement donc à Québec. Un petit détail supplémentaire pour vous présenter les établissements. Donc en France, nous étions 3 établissements médico-sociaux accompagnant des enfants, enfin des publics déficients visuels. Donc la mutualité française Anjou-Mayenne à Angers, qui est également l'établissement qui coordonnait ce projet-là, qui en a déposé la demande initialement, et le coordonnateur du projet est également dans les locaux de la mutualité française Anjou-Mayenne. Donc le CRDV, l'IRSAM, initialement à Marseille, mais finalement on a beaucoup travaillé avec l'équipe de Lyon. Pour la Belgique, l'IRSA, c'est l'Institut Royal pour les sourds et aveugles à Bruxelles, Visio en Belgique, aux Pays-Bas, 2 universités espagnoles, l'établissement pour déficients visuels Vinkobec en Croatie, et puis l'Institut Nazaré et Louis Braille pour le Québec. Alors la population choisie.
Les enfants qui ont été retenus pour participer à ce protocole devaient répondre au profil suivant. C'est les enfants pour lesquels on pouvait suspecter des troubles neurovisuels. Ils devaient être âgés entre 3 et 12 ans, avoir un QI verbal supérieur à 70 et une acuité visuelle entre 5 dixièmes et 1 vingtième. Alors, les attendus du projet. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on a ce financement de l'Europe, mais qui est donc pour 3 ans. Et le projet a été coordonné par le coordonnateur de la mutualité française Anjou-Mayenne, avec également la présence d'un évaluateur externe et puis des attendus très précis qui nous ont été fixés avec des dates butoirs. Donc ces attendus étaient les suivants. La construction d'un questionnaire à destination des professionnels et des parents de ces enfants déficients visuels et ayant des troubles neurovisuels. Questionnaire qui avait pour but de nous fournir plus d'informations en lien avec le quotidien de ces enfants et leur comportement dans des situations quotidiennes. Le protocole d'évaluation qui doit donc présenter les divers outils et tests utilisés ainsi que les différentes étapes du processus d'évaluation. Le passeport individuel, donc troisième output, qui est un outil en fait qui se veut un outil synthétique qui reprend à la fois les difficultés de l'enfant dans son quotidien, mais aussi ses points forts et les compétences qu'il peut utiliser pour pallier ces difficultés. Le manuel du protocole, ce manuel, c'est le handbook qu'on a construit tout au long de ces 3 années, qui reprend un petit peu tout ce déroulement et qui se veut un petit peu le document source et repère pour, si toutefois, qui que ce soit à des enfants dans le même cas de figure à évaluer. Et puis les cours en ligne. Les cours en ligne, c'est qu'en plus de tout ce travail-là, on avait aussi une demande de communication importante auprès des partenaires. Et donc la conférence que l'on fait avec vous ce soir fait partie de cette communication. D'ailleurs, en même temps, à quelques jours près, donc il y a 3 communications 3 conférences qui ont lieu dans les 2 autres, 2 conférences dans les 2 autres établissements français. Et tous les autres pays ayant participé aussi doivent communiquer sur le projet et présenter à leurs partenaires un petit peu les résultats de cette expérimentation. Donc ces attendus, en fait, chaque pays a eu une mission précise sur chacun de ces 5 attendus. Les questionnaires ont été, bien sûr, avec le concours de tous les participants, et tout ça a été discuté au moment des rencontres, mais les questionnaires ont été construits principalement par l'équipe belge, le protocole d'évaluation par la mutualité française Anjou-Mayenne, le passeport individuel qui vous sera présenté plus tard par les Pays-Bas. Le manuel du protocole a été, on va dire, mis en forme par les universités espagnoles. Et puis, le volet plus communication a été confié à l'équipe croate. Les modalités de travail, puisque je vous ai dit que ce projet s'étendait sur 3 ans, d'octobre 2015 à septembre 2018, donc on n'a pas tout à fait terminé. On s'est rencontrés à peu près 2 fois par an, une fois tous les 6 mois, dans un des pays participants. Pour 2 jours et demi, 3 jours de travail à chaque fois, ce qui a pu regrouper en moyenne à chaque fois 25 personnes. Et ces séances de travail avec bien sûr des ordres du jour établis et des objectifs à la fin de chaque meeting étaient animées conjointement par le coordonnateur du projet, donc de la mutualité française Anjou-Mayenne, et l'évaluateur externe, avec bien sûr les définitions de plans d'action et les deadlines au fur et à mesure de ces 3 ans. Voilà pour la présentation générale. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Dalins qui va vous présenter les pathologies neurovisuelles. Bien écoutez, merci de votre présence pour des pathologies qui ne sont quand même pas si fréquentes que ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de pathologie neurovisuelle? Alors, comme toujours, en France, on utilise un terme qui est propre à la France et le terme pour ces pathologies, eh bien, c'est Cerebral Visual Impairment et c'est ce terme qui est au niveau international consacré pour ces types de pathologies. Alors, un tout petit rappel sur le plan de la fonction visuelle.
pour bien mettre en évidence le fait que ce que nous voyons, ce sont des radiations électromagnétiques qui sont transformées en un signal électrique au niveau de l'œil. Ce message est analysé au niveau du lobe occipital et puis vous voyez, il y a plein de petites flèches dans tout le cerveau pour montrer comment l'écorce cérébrale est impliquée dans ces phénomènes visuels. Plus de 50% probablement de l'écorce cérébrale est impliquée dans la fonction visuelle au sens large. Et ce sont ces voies d'analyse du message qui vont être atteintes et qui vont donner ces tableaux de Cerebral Visual Impairment. Alors, ces voies visuelles d'analyse du message visuel après le lobe occipital, c'est la voie dorsale qui va vers le lobe pariétal, qui va s'intéresser à la sensation de mouvement, à tout ce qui est visuospatial, à tout ce qui est le contrôle visuel des actions spécialisées destinées aux objets du monde visuel, c'est-à-dire la façon dont nous allons pouvoir intervenir avec nos yeux et nos mains sur les objets de l'environnement. La deuxième voie d'analyse du message visuel, c'est la voie qui va au lobe temporal et qui nous permet la reconnaissance de ce que nous voyons, et c'est la voie qui est atteinte en cas de phénomène agnosique. Il faut considérer, lorsque l'on s'intéresse au Cerebral Visual Impairment, la vision comme une voie practognosique, comme on peut faire le même schéma pour la sensibilité, pour l'audition, etc. Alors, nous avons une stimulation périphérique qui est une ampoule électrique, qui a été représentée par une ampoule électrique, qui va venir, après l'analyse au niveau du globe oculaire, impacter la voie ventrale du lobe temporal pour que la reconnaissance se fasse. Et nous avons des zones spécialisées pour la reconnaissance des objets, des images, des couleurs, des logos, et ensuite, et des visages. Et ensuite, à l'issue, si vous voulez, de l'analyse au niveau de ce qu'on peut, entre guillemets, appeler l'ordinateur central, où l'ensemble des systèmes cognitifs vont intervenir, il va y avoir une voie dorsale qui va permettre, par le biais de praxies, dont des praxies oculomotrices, d'agir sur l'environnement. Alors, les praxies oculomotrices nous permettent de déplacer notre regard de certaines façons, et les muscles oculomoteurs nous permettent d'ajuster des mouvements extrêmement fins qui nous permettent de prendre connaissance de l'environnement et d'agir sur celui-ci. Ces pathologies neurovisuelles, le mieux est de donner la définition internationale de ces pathologies, c'est-à-dire des pathologies visuelles, congénitales ou acquises, d'origine cérébrale, qui démarrent dans l'enfance, qui ne sont pas expliquées par un trouble périphérique au niveau de l'œil et qui sont associées avec des caractéristiques comportementales sur le plan visuel tout à fait particulières. Cette définition est une définition nord-américaine qui date de 2013. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les polyhandicapés ont des pathologies neurovisuelles. Parfois, le polyhandicap est tellement grand qu'on ne peut pas les mettre en évidence. Les paralysies cérébrales présentent souvent des pathologies neurovisuelles et les troubles d'apprentissage peuvent s'accompagner de pathologies neurovisuelles. Donc, la présence de ces pathologies neurovisuelles ou CVI est extrêmement largement répandue dans la pathologie neurodéveloppementale. Ces pathologies neurovisuelles vont s'étendre de ce que l'on appelle la cécité cérébrale et ces séquelles. Alors, les séquelles, c'est le syndrome de Balint qui est l'atteinte majeure des deux voies dorsales avec l'ataxie optique, je ne peux rien attraper sous contrôle de la vue, l'apraxie du regard, je ne peux pas déplacer mes yeux, la simultagnosie, je suis incapable de voir deux objets à la fois. L'agnosie, ça ce sont les séquelles au niveau de la voie ventrale, je ne peux rien reconnaître. Et ça s'étend donc de la cécité cérébrale avec ses séquelles à une discrète atteinte de la voie dorsale chez un enfant dyspraxique. Comment ces pathologies sont récentes? Il y a 40 ans, on n'en parlait pas. C'est fin des années 80, l'émergence de la notion de troubles sensoriels chez les enfants à risque, qui à l'époque étaient des exprémas, qui ont permis, en analysant et en examinant de mieux en mieux ces enfants, de mettre en évidence des troubles cognitifs, visuels, chez cette population d'enfants dits à risque.
Michel Mazeau, en 1995, décrit la dyspraxie visio-spatiale. C'est un enfant IMC avec des troubles du regard, des problèmes visio-spatiaux, une dyspraxie avec dysgraphie. Et puis, les années ont passé, on a appris à bien examiner donc ces enfants IMC, à reconnaître la pathologie chez eux, et comme on l'avait bien compris chez eux, on s'est mis à trouver des tableaux un peu différents, toujours bâtards, mais qui ressemblaient beaucoup à la dyspraxie visio-spatiale chez les enfants présentant des troubles d'apprentissage. Et ça a été l'époque où tous les certificats pour troubles d'apprentissage, en gros, comportaient des dyspraxies visio-spatiales. Alors, c'était jamais des dyspraxies visio-spatiales classiques, mais c'était des tableaux dérivés. Ces pathologies neurovisuelles chez des enfants porteurs de troubles d'apprentissage, souvent des enfants dyspraxiques, puisque les enfants dyspraxiques, c'est souvent des enfants qui ont des atteintes de la voie occipito-fronto-pariétale, et que la voie dorsale, elle fait partie de ce réseau neuronal. Quelques statistiques pour situer le problème. Eh bien, 100% des enfants atteints de troubles visuels centraux congénitaux et 88% de ceux porteurs d'atteintes visuelles centrales acquises ont d'autres déficits neurologiques. Et parmi les enfants porteurs de CVI, sont ceux qui ont le plus de troubles associés non ophtalmologiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants neurologiques, il faut apprendre à les examiner, et que parmi les enfants neurologiques, on trouve de plus de pathologies neurovisuelles. Par ailleurs, c'est les enfants, les grands prématurés qui ont fourni, si vous voulez, la base de la connaissance de ces pathologies neurovisuelles. C'est par leur examen qu'on a bien compris et bien analysé ces pathologies neurovisuelles. Et vous voyez que dans des populations d'enfants petits, si on a 32% de leucomalacie périventriculaire, 9% d'infirmes moteurs cérébraux, on a 60% de troubles visuels spatiaux. Et les travaux en France sur les séquelles de prématurité ont retrouvé des pourcentages à peu près identiques. Chez les enfants déficients visuels, alors c'est un travail un peu ancien, né entre 89 et 95, la leucomalacie périventriculaire est en cause dans 27% des cas et 60% pour les ex-prématurés. Alors si on fait une frise, on a d'un côté de la frise le polyhandicap, au milieu la paralysie cérébrale et à l'autre bout les troubles d'apprentissage. C'est la même pathologie, mais comme toujours en médecine, on a des formes cliniques légères, modérées et graves. Et bien là, on a des pathologies neurovisuelles majeures dans le polyhandicap, modérées dans la paralysie cérébrale et en général plus facile à mettre en évidence, en tout cas des formes cliniques moins graves dans les troubles d'apprentissage. Quelles sont les origines de cette cérébrolésion qui donne lieu à ces pathologies neurovisuelles? Eh bien, on sait que les atteintes cérébrales des 2 premiers trimestres de la grossesse vont donner des malformations cérébrales, que la leucomalacie périventriculaire est secondaire aux atteintes de 20 à 34 semaines, dont la prématurité, et que les pathologies, après on a les pathologies anoxo-ischémiques périnatales et postnatales, les traumas crâniens, les atteintes infectieuses, l'hydrocéphalie, l'épilepsie, dont le syndrome de West, qui est très fournissent, toutes les épilepsies de la première année fournissent beaucoup de troubles neurovisuels, puisque la maturation des voies visuelles et du lobe occipital interviennent de façon majeure entre 5-6 mois. Alors les images, maintenant qu'on a des IRM et des IRM très sophistiqués, l'IRM en tenseur de diffusion a mis en évidence des atteintes au niveau des voies feedback des radiations, c'est-à-dire ce qui va du cortex occipital vers le corps géniculé latéral. Ça explique les pathologies neurovisuelles des prématurés. L'IRM systématique du grand préma en Amérique du Nord retrouve à côté des atteintes focales une atteinte diffuse de la substance blanche dans les zones périventriculaires, voire dans la substance blanche sous-corticale, et ces lésions seraient à l'origine des troubles cognitifs de la vision chez des enfants qui ont par ailleurs des acuités visuelles et des champs visuels normaux. Quels sont les signes d'appel de ces pathologies? Parce que ce qui est intéressant pour tout le monde, c'est de les diagnostiquer tôt pour les expliquer, les compenser. Alors, on va les rechercher, il faut les rechercher tout au cours de la petite enfance, quand on a des antécédents des pathologies dont on vient de parler,
quand on a des antécédents de retard de maturation de la fonction visuelle, parce que le retard de la maturation de la fonction visuelle, c'est jamais anodin, c'est le plus souvent des enfants qui vont garder des séquelles, soit au niveau de la fonction visuelle, soit dans d'autres territoires cognitifs. C'est l'apparition de la fixation et de la poursuite au-delà de 2 mois, voire la persistance d'un tableau de cécité cérébrale. Et les pathologies de l'oculomotricité, strabisme précoce, en particulier le divergent, apraxie oculomotrice, nystagmus, qui peuvent s'associer aux pathologies neurovisuelles. Alors, ce ne sont jamais les pathologies de l'oculomotricité qui sont responsables des pathologies neurovisuelles, ni responsables de troubles cognitifs, ni de troubles d'apprentissage. On peut avoir un strabisme précoce et être très brillant à l'école sans aucun trouble d'apprentissage, et c'est pas ça qui est responsable des troubles de la lecture. Par contre, les associations de troubles de l'oculomotricité et de troubles neurovisuels et d'autres troubles neurocognitifs dans le cadre d'une pathologie neurodéveloppementale sont extrêmement fréquents. Quels vont être les signes d'appel? Eh bien, toutes les cartes d'analyse du message visuel peuvent être atteintes, réalisant des tableaux très variés, en sachant que la voie dorsale est beaucoup plus fréquemment atteinte de la voie ventrale, et on commence à trouver dans la littérature des publications sur la vulnérabilité de la voie dorsale d'auteurs de la sphère ophtalmologique. Alors que, en général, tous ces tableaux de pathologie neurovisuelle, on trouve essentiellement des publications dans le monde neurodéveloppemental ou dans le monde de la psychologie, très rarement dans le monde de l'ophtalmologie. L'évaluation doit se faire dans des conditions particulières. Elle ne peut pas se faire dans un cabinet d'ophtalmologiste avec le turnover d'une consultation d'ophtalmologie qui doit faire passer 25 ou 30 enfants dans la demi-journée. L'évaluation doit se faire au calme, avec du temps, dans un endroit pauvre en stimulation visuelle, en étudiant tous les éléments de la fonction visuelle et en tenant compte des étapes du développement visuel. On a des signes d'appel. Alors les signes d'appel, on va les retrouver par l'étude du comportement visuel par l'interrogatoire familial. Voilà, je vous laisse lire le reste. C'est pour ça que dans le projet, il y a des questionnaires qui ont été fabriqués à partir des questionnaires existants dans la littérature. On va remettre un questionnaire à la famille et donc une nouvelle version a été établie au cours de ce travail. Le plus difficile est de penser aux pathologies neurovisuelles devant des enfants qui ne sont pas malvoyants, qui ne sont pas dans le polyhandicap et qui n'ont pas de troubles moteurs. Maintenant, les IMC, tout le monde y pense, mais c'est ceux qui ont a priori rien. Alors, il faut penser aux pathologies neurovisuelles devant des signes comportementaux. Les atteintes de la perception du mouvement. Alors ça va être une modification du comportement en voiture. Voilà. Se calme ou devient attentif quand la voiture atteint une certaine vitesse. Ou alors il se met à hurler quand la voiture parvient à une certaine vitesse. Panique devant des petits animaux qui vont se déplacer rapidement ou en cas de fort trafic. On n'a pas de test pour tester, on n'a pas de test et rien de normé pour tester la perception du mouvement. Les troubles de la reconnaissance visuelle, ça c'est la voie ventrale, c'est prend un objet après l'autre jusqu'à ce que la reconnaissance tactile lui permette de savoir qu'il a pris ce qu'il voulait. Panique devant des visages inconnus, devant des visages familiers si le sujet modifie sa coiffure, ses bijoux, etc. Ne reconnaît pas ou mal les animaux vivants ou les jouets et les identifie par leurs cris, parce qu'on a des agnosies à des catégories spécifiques. Se perd même dans les endroits connus, conduisant l'entourage à des stratégies de marquage. Ça, ce sont les agnosies topographiques. Reconnaît mal ou pas les images et surtout les représentations épurées et loin des images prototypiques. Ça, c'est toute l'agnosie des images et toutes les conséquences au niveau de la maternelle que l'on peut imaginer. Les atteintes de la voie dorsale, eh bien, ce sont les troubles de la coordination œil-pied, œil-main qui peuvent conduire à l'ataxie optique. Ça peut être le travail rééducatif de l'orthoptiste. Refus de sauter d'un mur ou dans la piscine, de descendre des pentes, d'utiliser les escalators, de marcher sur des sols structurés. Ce sont des enfants qui vont tâter le bord du trottoir avec le pied, alors qu'ils ont une vision stéréoscopique qui a été testée et qui est correcte. Mauvaise prise manuelle des objets. Alors, on sait depuis peu que la voie dorsale est probablement le lieu de facteurs monoculaires de la vision du relief. Donc, tout ça s'explique. Les troubles de l'attention visuelle, qui sont très fréquents dans ces populations, au maximum simultagnosie, ou de la stratégie du regard, au maximum apraxie du regard,
C'est ne pas trouver un jouet dans une caisse, un vêtement dans une pile, ne pas pouvoir parler et marcher, voir et écouter, trouver quelqu'un dans une foule, être mal dans des environnements chargés en informations. C'est des enfants qui sont odieux dans les supermarchés. Hein, voilà. Et oui, parce qu'ils sont mal, hein, ils sont très très mal. Dans des endroits où il y a beaucoup de monde, se sentir perdu dans des endroits connus, avoir besoin de textes aérés dans les apprentissages. Hein, voilà. Les anomalies du comportement visuel, hein, que la famille, l'environnement peut mettre en évidence. Il y a des photophobies d'origine centrale. Il y a des fixations compulsives de la lumière, à l'opposé, hein, qu'on retrouve aussi dans l'autisme. La pathologie de la fixation, alors on doit examiner la fixation visuelle. Est-ce qu'elle existe? Combien de temps elle dure? Est-ce qu'elle est douloureuse? Elle peut être douloureuse dans le polyhandicap. L'absence d'intérêt pour le lointain, qui est normalement, chez l'enfant qui n'a pas de souci, c'est 15 mois l'intérêt pour le lointain. L'absence d'intérêt pour les images mobiles des écrans. Hein, voilà. Donc même si on n'utilise pas la télé à la maison, il y a sûrement un écran. Hein. Donc voilà, le comportement visuel d'un enfant devant un écran est très révélateur. Un enfant qui ne s'intéresse pas à un écran à 18 mois, c'est très révélateur d'une pathologie neurovisuelle. Les signes d'appel dans les examens visuels. L'acuité visuelle très variable suivant les tests utilisés. Si un enfant, alors il faut effectivement du temps, ça se fait pas au cours d'une consultation, mais si un enfant a 10 dixièmes avec des images et une acuité visuelle non relevable quand on lui demande la localisation d'un optotype, ben on peut penser qu'il y a des troubles visuospatiaux. Et à l'inverse, hein, si il est très bon avec les optotypes dont on demande la localisation et nul avec les images, on peut se demander s'il n'a pas une agnosie des images. La gêne à la vision de près, parce que ces enfants ont souvent des atteintes accommodatives, hein, voilà. Et puis les difficultés de recueil des saccades d'attraction ou du champ visuel attentionnel, en sachant que ce qu'on va chercher et éventuellement retrouver, ce sont des grosses choses, hein, voilà, c'est pas comme chez l'adulte. On sait qu'on peut avoir des atteintes du champ visuel inférieur dans les leucomalacies périventriculaires, des myanopsies dans les hémiplégies et un rétrécissement concentrique dans les séquelles de cécité cérébrale. Alors voilà des enregistrements de la lecture. En haut à gauche, vous avez un tracé normal. On a apparié les enfants en âge, hein, voilà. Et si on pouvait au niveau de lecture. Et vous voyez la stratégie d'exploration visuelle d'un enfant apparier à celui qui est là-haut. De mémoire, c'est un enfant qui avait une hémiplégie et une dyspraxie absolument majeure et bien entendu des pathologies neurovisuelles d'exploration. Vous voyez qu'il est difficile de penser que cet enfant puisse développer rapidement une lecture courante normale. Cette stratégie va dans tous les sens et en plus, les points de fixation, le temps de la fixation est proportionnel à la taille du point. Et vous voyez que les points de fixation sont très longs. Hein, voilà. Donc cet enfant, quand on compare au normal, cet enfant a des pathologies d'exploration et des pathologies de la lecture très grandes. Alors que faire? Eh bien, le problème est de connaître les pathologies. On ne peut pas y penser si on ne connaît pas des pathologies. Les connaître. En particulier, y penser devant certains signes comportementaux. Il y a des signes comportementaux qui se recoupent avec d'autres pathologies. Mais le problème est que, effectivement, les équipes qui s'occupent de ces enfants doivent arriver à faire le tri. Réaliser des bilans neurovisuels rigoureux, étudiant toutes les cartes d'analyse du message visuel, vision centrale, périphérique, oculomotricité, voie ventrale, voie dorsale. Confronter ces bilans aux bilans neuropsychologiques et aux autres résultats des rééducateurs pour faire un diagnostic le plus précis possible. Et voilà, alors les IRM très sophistiqués. Un article a publié ces images qui sont extrêmement intéressantes. Vous voyez à gauche les voies d'analyse du message visuel chez un bienvoyant à tous les sens du terme, c'est-à-dire un 10 dixième, des yeux corrects et un cerveau qui voit bien. Au milieu, vous avez la même image des voies visuelles chez quelqu'un qui a une cécité d'origine périphérique. Et vous voyez que les voies, elles sont tout à fait correctes. Et tout à fait à droite, les voies visuelles d'un sujet qui a du CVI, hein, qui a des pathologies neurovisuelles, et on voit bien que les voies, elles ont beaucoup diminué. Les voies d'analyse du message visuel ont beaucoup diminué. Donc, ces pathologies, elles existent. C'est pas un fantasme de qui on veut. Hein. Elles existent.
Par contre, il faut effectivement les connaître. On a besoin encore de diffuser ces pathologies qui sont récentes, qui sont encore mal connues, et de les analyser en fonction de tous les bilans de tous les rééducateurs. Voilà, je vais passer la parole à Isabelle qui va vous expliquer le protocole d'évaluation du projet. Merci. Alors, le protocole d'évaluation, en fait, comme Laurence vous l'a dit un petit peu tout à l'heure, comporte plusieurs parties. Alors, une partie questionnaire, il y a une évaluation médicale, une évaluation pluridisciplinaire, la constitution, la réalisation d'un passeport, et on fera un petit point sur les points forts et les limites, en fait, un petit peu de l'expérimentation qu'on a conduite auprès des enfants sélectionnés. Alors, il y avait pour cette évaluation, en fait, un processus avec un ordre en fait dans lequel on a conduit en fait ce protocole d'évaluation. On a tout d'abord en fait sélectionné un certain nombre d'enfants qui étaient suspectés de troubles neurovisuels. Ces enfants, en fait, on a proposé, enfin aux parents de ces enfants, on a proposé un questionnaire ainsi qu'à un professionnel connaissant bien l'enfant, mais ne participant pas à l'évaluation en fait qui va suivre. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, ont rempli le questionnaire et à l'issue, en fait, de ce questionnaire et des résultats de ce questionnaire, certains enfants ont pu être exclus de l'expérimentation parce que rien, en fait, ne confirmait la suspicion de CVI et d'autres enfants ont continué, en fait, l'évaluation. Ensuite, donc, la deuxième partie était donc l'évaluation médicale et là encore, en fonction, effectivement, de l'évaluation médicale, certains enfants ne pouvaient ne pas correspondre du tout aux critères de suspicion de CVI et donc étaient écartés à nouveau ou continuaient. Quand ils continuaient, l'immense chance d'avoir toute une batterie d'examens avec une grosse évaluation pluridisciplinaire qui a été très longue pour eux avant tout, qui comprenait une évaluation des basses fonctions visuelles, une évaluation qu'on a appelée neurovision, mais qu'on vous détaillera après. Ce terme est un petit peu peut-être générique, mais Mathilde reviendra dessus, je pense. Et une partie vie quotidienne. Là aussi, c'est un terme un peu qu'on a un peu, je dirais, emprunté au monde de la déficience visuelle et qui regroupait en fait tous ces établissements avec des fonctionnements très différents de tous ces pays, mais qui avaient quand même comme point commun en fait la déficience visuelle. Or, voilà, la vie quotidienne dans la déficience visuelle est représentée par les activités de la vie journalière, et là c'était quelque chose qui avait du sens pour tout le monde et vers lesquels on a pu se regrouper. Mais vous verrez que les fonctions qu'on retrouve en fait dans cette partie-là vont peut-être vous surprendre par leur nom. Et pour finir, on a donc réalisé en fait un passeport individuel qui était à la fois le résultat des bilans, enfin de toute cette évaluation, et en même temps qui s'appuyait sur les résultats du questionnaire pour pouvoir trouver des exemples un peu concrets en fait dans la vie quotidienne des enfants. Les professionnels qui ont participé à l'évaluation étaient le pédiatre, les ophtalmologistes, l'ophtalmologiste pour nous, mais dans tous les pays, les orthoptistes, les neuropsychologues, les ergothérapeutes, et pour ce qui était de la partie enseignants questionnaire, les enseignants spécialisés et les éducateurs. Mais on aurait tout à fait aussi imaginé tout autre professionnel, et notamment les psychomotriciennes qui ont, à mon grand regret, été un peu les grands absents de ce protocole. Mais je crois que malheureusement, dans les autres pays, ils étaient peu représentés en fait dans les établissements. Donc cette évaluation a été, disons, l'implication en fait des professionnels a vraiment été dépendante des équipes et des pays dans lesquels en fait s'est faite cette évaluation. Donc elle n'a pas été du tout la même en fait, la même implication en fonction et des pays et même au sein d'un même pays en fait en fonction des équipes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu dans les grandes parties en fait parler de parties sous un terme de profession. On a volontairement pas voulu dire le bilan orthoptique, le bilan neuropsychologique, le bilan, parce que c'était beaucoup plus complexe que ça, et on essayait de se retrouver plus sur des fonctions en fait que sur des professions. Alors toutes ces
tout ce protocole en fait est consigné dans un manuel. Qu'on a appelé le handbook qui est ici, que vous pourrez consulter. Alors, désolé d'avance, pour l'instant il est encore en anglais, il est prévu qu'il y ait une traduction de fait, mais pour l'instant il est encore en anglais. Ça vous intéresse de le feuilleter. Il sera normalement, on espère, en fait, mis à disposition en fait, de tous, mais on ne sait pas encore comment. En fait, pour le moment, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, en fait, on a travaillé via un drive, en fait, pour que tout le monde, sur Google Drive, pour que tout le monde puisse en fait échanger les informations. Du coup, le manuel en fait est sur le Drive, mais le Drive à l'issue du projet va être clôturé et on réfléchit à une manière de pouvoir en fait le diffuser. Le dernier meeting en fait du projet a lieu la semaine prochaine ici même, et donc ça va être une des questions en fait, je pense, à l'ordre du jour sur la suite et surtout comment voilà on fait pour pouvoir rendre accessible même aux gens qui n'ont pas participé en fait au projet. Voilà, une petite chose aussi qui me tenait à cœur, c'est que ce projet, donc comme tout le monde l'a dit jusqu'à présent, était un travail collectif de 7 pays, une dizaine d'équipes, et donc il a fallu se mettre d'accord sur les termes employés, sur les tests utilisés, on n'utilise pas tous les mêmes tests, sur même la population choisie. Mince, on était là depuis le départ, on peut vous dire que rien que ça nous a pris quasiment une demi-journée. Ça a été pas simple. Il y avait donc nos fonctionnements différents et puis aussi évidemment la barrière de la langue qui ont rendu les choses pas forcément faciles. On a touché du doigt comment pouvait compliquer l'Europe et déjà l'Europe à 7, donc on n'ose même pas imaginer à plus. Il n'y avait même pas de politique en jeu, ni d'économie. On touche tous la même chose, enfin, je crois à peu près. Mais donc ça a été tout ça pour dire que en fait ça a été du coup un consensus vraiment ce travail et donc avec des choses voilà qui nous ont satisfait, d'autres un peu moins. Bon voilà, ça a été un consensus, mais c'était une expérience intéressante et riche. Donc la partie questionnaire, donc était la première partie du protocole. Notre collègue belge, en fait, ont recensé 8 questionnaires existants qui concernaient le CVI. Et donc, ces 8 questionnaires, en fait, sont nommés en haut, là, en vertical, on les voit pas très bien, et ont été comparés, en fait, avec les items de la CIF, qui est la classification internationale des fonctionnalités. À l'issue de cette comparaison, en fait, le questionnaire de l'université d'Utrecht de Newton a été retenu, mais nous satisfaisait pas complètement, notamment par rapport à notre population de déficients visuels. Donc, on a créé un deuxième questionnaire, un petit peu complémentaire en fait au premier, qui reprenait plus des points liés à la déficience visuelle et à la vie quotidienne. Donc, du coup, chaque famille a eu du coup 2 questionnaires, vous voyez, avec des âges du coup différents. Pour le questionnaire du coup qu'on a créé, qu'on a appelé Erasmus+, il y avait un questionnaire pour les 3-5 ans et un pour les 6-12 ans. Donc ils ont été donnés, voilà, je viens de le dire, aux familles et aux professionnels, et ils seront utilisés après dans la constitution en fait, du passeport. Voilà à quoi ressemblait le questionnaire Erasmus+, donc qu'on a créé. Et je repasse la parole à Alain, puisque ensuite il y avait l'étape d'après l'évaluation. L'évaluation médicale comporte une anamnèse générale, un examen neuropédiatrique et un examen d'ophtalmopédiatrie. L'anamnèse générale vise à retrouver les antécédents familiaux, les antécédents de l'enfant, la grossesse, la naissance, la période périnatale, la pathologie, en particulier neuro, retard psychomoteur, épilepsie, trauma crânien, hypertension intracrânienne, troubles d'apprentissage, troubles du spectre autistique. Les étapes du développement, la fixation oculaire et la poursuite, tenue de tête, sourire, station assise, marche, langage, le profil éducatif, scolarisation classique avec ou sans AVS, classe spécialisée, IEM, IME.
les étayages rééducatifs, kiné, psychomote, ergo, orthophoniste, orthoptiste. L'évaluation neuropédiatrique, outre l'examen pédiatrique classique, elle recherchera le tonus, les mouvements anormaux, l'atteinte des paires crâniennes. En cas de paralysie cérébrale, la gravité de celle-ci sera évaluée dans une classification adaptée. L'examen d'ophtalmopédiatrie, les antécédents ophtalmologiques, les étapes du développement visuel, l'apparition d'un strabisme, d'un nystagmus, la réfraction, c'est-à-dire l'étude du système optique de l'œil, les lunettes antérieures, les pathologies connues, en particulier la rétinopathie du prématuré, les examens qui ont été faits, dont l'électrophysiologie oculaire. L'examen va étudier les réflexes photomoteurs, la fixation, l'acuité visuelle, l'oculomotricité, la réfraction sous cycloplégique, le globe oculaire à la lampe à fente et le fond d'œil, qui vont mettre en évidence l'un tout ce qui est segment antérieur de l'œil et l'autre le segment postérieur, la rétine, les vaisseaux, la papille, c'est-à-dire le nerf optique, et si possible le tonus oculaire. Alors après l'évaluation médicale, donc vient l'évaluation pluridisciplinaire, donc avec ces trois grandes parties. L'étude des fonctions visuelles de bas niveau, qui reprenait donc toute la partie sensorielle et oculomoteur, la partie neurovision, vous voyez, qui est très grande, qui a de l'état émotionnel jusqu'aux fonctions exécutives, fonctions instrumentales, Mathilde va vous décrire, et la partie vie quotidienne, et donc là avec les fonctions visiomotrices, les praxies, l'exploration visuelle. Donc les tests en fait qui ont été utilisés pour toutes ces parties-là, malheureusement ne sont pas spécifiques à la déficience visuelle. Il en existe très peu, voire pas. Donc on a dû faire choisir quand même des tests qui les choix en fait de ces tests se sont faits pour essayer de trouver des tests qui étaient standardisés déjà dans tous les pays participants. Avec des normes en fait dans chaque pays qui pouvaient quand même être accessibles aux enfants déficients visuels, ce qui n'a pas été une mince affaire, surtout que je rappelle qu'on allait jusqu'à un 20e, donc c'était pas facile, et certains tests d'ailleurs n'ont pas pu être réalisés. Ce sera un peu, on en reparlera pour les limites du projet, et des tests accessibles en fait aux enfants entre 3 et 12 ans. Bien sûr, vous imaginez bien que toutes les équipes en fait n'utilisaient pas donc les mêmes tests, donc il a fallu essayer un peu de quand même on ne pouvait pas en choisir qu'un par fonction, donc on s'est mis d'accord pour essayer d'en choisir 2 ou 3 par fonction, mais pas plus. Ce qui fait que vous allez voir dans les tests qu'on a cités, alors on ne va pas évidemment tous vous les décrire parce que sinon on est là jusqu'à la fin de la semaine, je pense. Mais par contre, on va les nommer, enfin, où ils apparaîtront. Vous verrez que pour chaque fonction, on a au moins retenu 2 ou 3 tests pour que chaque pays puisse quand même en trouver qu'il possédait ou qu'il pouvait se procurer. Donc évidemment, il n'est pas utile ni recommandé d'utiliser à chaque fois tous les tests par fonction, ce qui serait énorme pour les enfants. Alors évidemment, pendant tout le protocole, on sera évidemment attentif, mais Madame Nalin l'a dit, à l'environnement, un environnement calme, lumineux bien sûr. On est quand même avec une population déficients visuels, voire des pupitres inclinés si besoin. C'est la seule un peu adaptation qu'on s'est autorisée. Voilà ici une page du manuel. En fait, donc chaque test est décrit dans le manuel de cette façon-là, sous forme d'un tableau, avec la fonction étudiée, la standardisation, l'âge les normes existent, la description du test, des références évidemment du test et des remarques cliniques qui ont été faites après l'expérimentation. Donc moi je vais vous parler
plus de la partie donc des basses fonctions visuelles, hein, donc des fonctions visuelles de bas niveau, donc toute la partie sensorielle et oculomotrice qui va être faite en premier, puis pour pouvoir permettre à la suite des évaluations, en fait, de pouvoir tenir compte de ces informations-là concernant et les fonctions sensorielles et oculomotrices, et d'en tenir compte à la fois dans la passation du reste du bilan, mais aussi dans leur interprétation. Donc voilà les fonctions qui ont été étudiées sur les basses fonctions visuelles, hein, donc l'acuité visuelle, le contraste, les couleurs, la vision binoculaire, l'oculomotricité, le champ visuel. Je ne vais pas toutes les détailler, je vais insister sur certaines malgré tout. Donc évidemment, une des grandes fonctions qui est l'acuité visuelle. Donc Madame Dalens vous l'a dit un petit peu dans les signes d'alerte, mais je vais réinsister dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'important. De tester l'acuité visuelle avec cette population-là quand on suspecte des troubles neurovisuels avec différents types d'optotypes. Parce que et de comparer évidemment ces mesures. En cas de différence, en fait, on peut penser déjà à un trouble gnosique ou à un trouble visuospatial. Hein, ça peut être évocateur déjà d'un signe d'un trouble neurovisuel. Donc, très important de commencer par ça. C'est évidemment très long, hein, mais mes collègues qui sont présents et qui ont participé à l'expérimentation peuvent vous dire, rien que cette partie-là prend un temps énorme. Et en plus, on ne s'est pas contenté de leur demander de tester avec plusieurs optotypes, mais en plus avec plusieurs présentations, ce qui est très important aussi. À la fois avec des optotypes en ligne, mais aussi avec des optotypes isolés. Vous voyez là à gauche donc les chiffres là qui sont présentés de façon isolée, ensuite en ligne avec des espaces relativement grands, et ensuite en ligne mais avec des espaces beaucoup plus rapprochés. Et tout ça en fait dans le but d'essayer de calculer un taux de crowding pour mettre en évidence ce trouble-là. Quand l'acuité visuelle ne peut pas être testée avec des optotypes classiques, on a quand même un autre moyen qui est l'acuité de résolution, donc basé sur la méthode du regard préférentiel. Hein, les pédiatres connaissent ça très très bien, c'est le bébé vision. Donc l'enfant va orienter son regard vers les barres, les réseaux de fréquences. La vision des contrastes, alors là aussi, elle est très importante. C'est pour ça que je fais quand même une diapo dessus, parce que d'abord, elle est très peu utilisée, très peu testée, évaluée, sans doute pas assez. On se rend compte, nous, depuis qu'on l'évalue, qu'elle apporte des renseignements vraiment très importants. Hein, Madame Dalens le dit depuis des années, mais elle avait bien raison. Et encore plus chez les enfants avec des troubles neurovisuels. Il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas très très longtemps, là, qui est apparue dans le livre Vision and Brain, qui dit que pour la même acuité visuelle, pour un enfant en fait qui a une déficience visuelle qui est entre 0,7 et 1,5 dixième, on peut évaluer une vision des contrastes à peu près autour de 10%. Quand elle est associée à un CVI pour le même niveau d'acuité visuelle, on a déjà une vision des contrastes, une sensibilité à vers 16 à 25%. Donc vraiment, la vision des contrastes est encore plus fréquemment altérée chez les enfants en fait avec un trouble neurovisuel. Donc vraiment important de la tester, parce que dans le fonctionnel, on voit bien, mais nous, avec nos enfants déficients visuels périphériques, on voit qu'entre ceux qui ont une bonne vision des contrastes et ceux qui ne l'ont pas, la vision fonctionnelle n'est pas du tout la même. Juste un petit mot aussi, suite à l'expérimentation, on s'est dit aussi que pour les enfants avec des acuités visuelles inférieures à 1 dixième, on utiliserait plutôt donc le ID-NAID, qui est un test basé aussi sur la technique du regard préférentiel. La vision des couleurs. Alors, la vision des couleurs, il existe deux grands types de tests, hein, les tests pseudo-isochromatiques comme à gauche, là, que tout le monde connaît, hein, et puis les tests d'arrangement à droite, hein, avec un dégradé comme ça de petits pions de couleurs. Moi, dans le milieu de la déficience visuelle, ma préférence va très très nettement en fait vers les tests d'arrangement, parce que malheureusement, quand on a une mauvaise vision des contrastes,
les tests isochromatiques en fait sont très très difficiles et donc à mon sens pas très valables. L'oculomotricité. Alors l'oculomotricité, il n'existe pas de test étalonné pour les enfants de 3 à 5 ans, donc ils seront testés par un examen clinique. Par contre, il en existe pour les plus grands, comme le ENSCO ou l'ADEME, mais pour des enfants avec des acuités faibles, là aussi, on se heurte à difficulté à partir là aussi d'un dixième de près. Hein, on se disait que ça devient compliqué de les utiliser. Lors de cette évaluation de l'oculomotricité, on mesure aussi le temps de fixation. Et ça, c'est aussi une donnée importante pour la suite de l'évaluation, parce que quand le temps de fixation est inférieur à 10 secondes, on marque que la fiabilité et du recueil du champ visuel et des tests d'attention, là, est à prendre en compte, vraiment avec des pincettes. Le champ visuel va être évalué, bien sûr, alors avec deux techniques, soit par confrontation. Et là, il est préférable d'être 2 examinateurs, avec un examinateur qui veille à la fixation de l'enfant et un autre derrière qui vient présenter les stimuli. Et par périmétrie de Goldman, évidemment, ça, comme tout le monde, ce que tout le monde connaît. Je passe la parole à Mathilde. Donc maintenant, on va parler de l'évaluation de la neurovision. Ici, vous avez donc la liste de toutes les fonctions et à droite les fonctions spécifiques. On va les reprendre une par une. Concernant, voilà, donc il y a le niveau intellectuel et les fonctions cognitives que je vais vous présenter maintenant, les autres fonctions visuelles qu'on présentera toutes les deux, et la mémoire visuelle et mémoire de travail qu'on a absolument voulu distinguer des fonctions cognitives et des fonctions exécutives. Donc, le niveau intellectuel, on retrouve donc le niveau intellectuel, l'attention globale et les fonctions exécutives avec la WEPSI et la WISC. C'est le premier test qu'on fait passer aux enfants et ça indique à ce moment-là si le QI est supérieur d'ailleurs à 70. Concernant l'état émotionnel, le choix a été fait de le faire au moment de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'observation clinique dans quel état émotionnel il est au moment de la passation, mais on va pas utiliser des questionnaires types comme on peut l'utiliser dans notre pratique de neuropsychologue, de psychologue. Ensuite, pour les fonctions exécutives, donc pareil, à gauche les fonctions, à droite les tests et les subtests. On a surligné en jaune ce qu'on a utilisé au CRDV. Donc, on commence par la flexibilité, les petits hommes verts. Alors, on demande à l'enfant de compter, tout simplement, les petits hommes verts, mais une fois qu'il a sur son chemin une flèche, si elle indique le haut, il continue de compter à l'endroit. Si elle indique le bas, il doit compter à rebours. Donc, on voit s'il est capable de switcher. Ensuite, l'inhibition. Ça peut être compliqué, même pour nous. Pour l'inhibition, c'est un petit peu compliqué aussi. On demande dans le monde à l'endroit de lire les chiffres, 1, 1, 2, 2, 1, et dans le monde à l'envers, de faire l'inverse. Quand il voit 2, il doit dire 1. Voilà. Oui, c'est pas si simple. Pour la planification, on a choisi la tour de Londres. Ici, donc, à gauche, vous avez la position de départ. Il y a 3 barres, 3 billes, et on lui demande de réaliser la position qui est située à droite en 2 mouvements. Comme ça, on observe s'il est capable de planifier une tâche de A à Z assez facilement et le plus rapidement possible. L'attention globale, donc les tests disponibles dans le handbook, vous verrez la recherche dans le ciel, le Computational Visual Task et le Bourdon-Voss. Ici, on a choisi la recherche dans le ciel. Donc, imaginez, c'est une feuille A3 où sont disposés des vaisseaux spatiaux et l'enfant on demande à l'enfant d'entourer les vaisseaux par paire, c'est-à-dire lorsqu'il voit 2 vaisseaux identiques qui sont l'un à côté de l'autre, alors il les entoure. Maintenant, concernant les hautes fonctions visuelles, Isabelle.
Alors l'attention visuelle globale, Mathilde vient déjà d'en parler un peu, enfin de l'attention visuelle. Là, on était dans l'attention visuelle du coup sélective. J'ai touché ça, non? C'est bon. Donc elle peut tester par le Kaufman-Gelstat les différents items en fait des TVP, des TVPS ou les Navon Letters qu'on voit à droite qui sont des grandes lettres constituées de petites lettres. Et là, ce qui permettra en fait, là qui est plutôt un test en fait à visée qualitatif plus que quantitatif, mais ce qui permet un peu de voir quel est le traitement de l'information privilégié en fait et premier de l'enfant. Certains enfants, même déficients visuels, pour la partie haute là, à droite, m'ont dit le F, en fait. Hein. Oui, malgré leur déficience visuelle. On vous dira le reste après. Je crois qu'il doit faire partie des cas. L'attention visuelle locale, elle aussi, en fait, va être testée avec deux parties, en fait, plutôt des tests visant à tester, plutôt basés sur l'exploration, qui sont des tests de recherche en fait sur feuille, et des tests plutôt liés aux figures enchevêtrées. Et aussi des items donc, qui viennent du TVPS, du TVP, de la BORB. La BORB, je reviendrai un petit peu plus dessus tout à l'heure parce que c'est normalement un test pour adultes, mais certains items ont été étalonnés pour les enfants. En fait. L'identification, aussi une grosse partie en fait des fonctions visuelles de haut niveau, tout ça par opposition aux fonctions visuelles de bas niveau dont on vous a parlé tout à l'heure. L'identification, là c'est toute la voie ventrale, donc c'est évidemment très très important à évaluer. Donc là aussi, tout un tas de tests sont à notre disposition et on va tester la reconnaissance d'objets, de photos, des visages, des formes, des expressions des visages aussi. Donc là, on retrouve à nouveau certains items de la BORD, certains items du TVP, de la WebPsy aussi. Alors, mes collègues rigolent derrière moi parce que j'ai pas pu résister. Ça fait pas du tout partie du manuel, ça, mais j'ai pas résisté à l'envie quand même de vous montrer ce modèle de reconnaissance. Alors, il est difficile à lire, mais je vais vous le décrire un peu. Alors, ça reste un modèle, bien évidemment. C'est plus compliqué que ça dans notre cerveau, mais je le trouve quand même très intéressant pour plein de choses. En fait, c'est un modèle de reconnaissance des objets d'Humphrey et Ribok sur lequel s'est basée en fait la réalisation de la BORB, qui est la batterie de reconnaissance des objets de Birmingham, qu'on a cité en fait plusieurs fois là dans les tests qui ont été retenus. Et alors, ce que je trouve très intéressant en fait dans ce modèle, c'est que il montre différentes étapes du traitement d'analyse visuelle, en fait, qui part vraiment d'un traitement vraiment de bas niveau d'encodage, vous voyez, des caractéristiques visuelles élémentaires, et qui du coup là renvoie à chaque fois en fait à des items justement de la BORB qui sont le test de jugement perceptif, les orientations de ligne, qui sont ça des tests de très bas niveau. Ensuite on a l'assemblage des primitives visuelles et ensuite on a avec du coup des tests plutôt d'identification de figures entrelacées. Des discriminations de figure fond, ensuite du visio-perceptif, ensuite de la reconnaissance d'objets, jusqu'à la dénomination. En fait, vraiment, on voit les différentes étapes. En fait, le traitement visuel est très complexe et se fait à plein de niveaux différents. Et c'est ça qui est, je trouve, très intéressant dans ce schéma-là, parce qu'on n'a pas vu si souvent que ça aussi détaillé, et en plus faisant référence à des tests et tout ça pour dire, en fait, il y a pas mal d'orthoptistes dans la salle et de vraiment se dire qu'est-ce qu'on teste, quelle fonction on teste quand on utilise un test. Et c'est vrai qu'au-dessus, on a évoqué la BORD qui a été citée et retenue, mais aussi beaucoup le DTVP et le TVPS, qui sont de plus en plus des tests qu'on trouve beaucoup et qui sont beaucoup utilisés dans notre milieu orthoptique. Ils ont leur intérêt, mais déjà pas tout seul, avec tout le reste de l'évaluation avant et après là qu'on va vous présenter, et puis surtout en sachant bien qu'est-ce qu'on teste
je parle aussi un peu pour les étudiants qui sont au fond, là, qu'est-ce qu'on teste en fait quand on les utilise, vraiment. On ne peut pas les utiliser et leur faire dire attention à ce qu'on leur fait dire, quoi. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'était mon petit... évidemment aussi, la fonction visio-spatiale va être bien sûr évaluée avec des tests de topologie, des tests d'orientation. Et je repasse la parole à Mathilde. Donc maintenant, concernant la mémoire visuelle et la mémoire de travail, donc on a vraiment voulu en faire une partie parce que ça prend beaucoup de place dans cette évaluation quand même. Donc, on a d'abord testé tout ce qui était rotation mentale. Donc encore une fois, vous trouvez les différents tests qu'on a intégrés dans ce projet. Et ici, on utilise le puzzle visuel. Donc vous voyez, vous avez cette image-là. Il faut que l'enfant choisisse parmi les 6 images en bas, 3 images qui vont reconstituer le puzzle. Donc il va choisir la 1, la 3, et pour choisir la 6, il va devoir mentalement la changer, la mettre verticalement. Et c'est ça qui va lui permettre de réussir cette rotation mentale. Donc la vitesse de traitement, c'est le monde à l'endroit, ce que je vous avais montré. On lui demande juste de lire les différents chiffres. Et concernant la mémoire à court terme et la mémoire de travail, il y a la mémoire des images de la WebC, localisation d'images et localisation de points. Ici, on montre 5 secondes l'image avec les oiseaux et on lui demande ensuite de replacer sur la grille la position exacte où se trouvait l'oiseau. Et c'est le même principe pour la localisation de points. Et concernant la mémoire à long terme, ben là, on utilise ces mêmes épreuves, mais en différé, c'est-à-dire 20, 25 à 35 minutes plus tard. Maintenant, concernant la vie quotidienne, donc ici, ce sont les ergothérapeutes qui ont fait passer tous ces tests-là, mais encore une fois, dans d'autres pays, ça peut être, ou même dans d'autres établissements, certaines pratiques se chevauchent un petit peu. Donc les fonctions au niveau visuomoteur, on retrouve bien la coordination œil-main, œil-pied, les praxies en construction 2 dimensions, 3 dimensions. Et ce qui est important de noter, c'est que parfois, il nous a manqué des outils valides pour pouvoir évaluer certaines de ces fonctions spécifiques. Donc on a choisi de les intégrer dans le questionnaire qui était à destination des enseignants, enfin des professionnels qui entourent l'enfant et de sa famille. Alors, au niveau visuomoteur, la coordination œil-main, on a choisi le DTVP 3, ici, en haut à droite. C'est de la poursuite, on demande à l'enfant de poursuivre le chemin. Par exemple, d'aller de la voiture jusqu'à la maison avec un stylo. Et ensuite, le 9-hole test, et là, il s'agit de mettre les 9 petites barres que vous voyez dans les 9 trous, en commençant par la main dominante, puis par par l'autre main. Pour la coordination œil-pied, c'est le soccer game, mais on ne l'a pas utilisé. On a fait le choix de l'intégrer dans le questionnaire et de se baser plus sur ce que nous ramenait l'entourage que le test. Pour les praxies, la construction en 3 dimensions, on demande à l'enfant d'utiliser les cubes qui sont devant lui pour refaire complètement l'image qu'il voit. Ça permet d'évaluer un petit peu quelle notion il a de l'espace, quelle notion il a dans son analyse entre chaque cube. Et pour la construction en 2 dimensions, donc il y a les cubes de la WISC où c'est la même chose, sauf que les cubes sont blancs et rouges et ça demande une analyse uniquement en 2 dimensions comme cela. Et ensuite, le DTVP2 où on demande la reproduction des figures, tout simplement. Et là, vous avez un exemple d'un jeune du CRDV. Voilà. Et enfin, pour l'exploration visuelle,
On vous présente le H-test, le test des H. C'est un test de barrage, hein, ce qui va nous permettre un petit peu d'observer les stratégies de balayage des enfants. Et dans le même principe, le test des pastilles rouges. Alors qu'on a rajouté en fait, Oui. Après l'expérimentation, parce que on avait sélectionné en fait au départ que des tests d'exploration visuelle qui faisaient appel beaucoup à l'identification. Et on s'est rendu compte qu'en fait tous nos enfants qui avaient une atteinte de la voie ventrale étaient en grande difficulté et que en fait on pouvait absolument pas utiliser en fait ces tests-là. Donc on a rajouté dans le protocole, hein, dans le manuel, en fait le test des pastilles rouges, qui est un test qui a été fait et normé par Madame Dalin et l'équipe du CHU il y a déjà quelques années, et qui rend bien service pour tous ces enfants qui en tout cas switch complètement toute la partie identification, puisque là il suffit de repérer en fait les pastilles rouges dans un temps donné, un chronométré. Alors, dernière étape du protocole, hein, donc cette construction du coup du passeport individuel qui a plusieurs objectifs. Le premier étant de décrire en fait les différentes fonctions visuelles, puis de faire le lien entre les résultats du bilan de toute l'évaluation qui ont été conduites et des difficultés de l'enfant dans son quotidien. Ensuite, d'aider les parents à reconnaître aussi les différentes caractéristiques du CVI et de permettre à l'enfant en fait, et à sa famille d'expliquer à leur entourage un petit peu quelles sont leurs difficultés. Il se présente comme ça en fait, en trois parties. Donc une première partie avec vraiment la définition et de la basse vision et des troubles neurovisuels. Une deuxième partie qui reprend véritablement les fonctions qui ont été évaluées, avec des exemples concrets et que l'on co-remplit avec les parents. Et une troisième partie qui, là, reprend en fait tout ce qui est adaptation et conseils pour l'école. Alors, histoire de faire aussi un peu participer et travailler, nos collègues en fait hollandais ont eu la difficile tâche d'essayer de trouver en fait des illustrations, de pictos, illustrations qui essayaient de décrire normalement au premier coup d'œil, vous verrez, c'est pas si simple, les fonctions en fait dont on a parlé. Donc je vais vous les montrer. C'était une tâche difficile qu'ils ont eue. On s'est dit que si on avait dû la faire, on ne sait pas bien ce qu'on aurait choisi. Mais celle-ci, du coup, on commence par la plus facile. Parfait. Là, effectivement, l'identification. Là, parfait. Perception du mouvement. Oui, le visio-spatial, nos psychomotes sont devant, c'est trop facile. Les neuropsy. Alors non. Non. C'était pas simple, ça là. C'était l'attention visuelle locale. Et voilà. Alors, je vous les ai toutes mis là. Hein. Vous avez là. Du coup, elles sont toutes là. Mais alors ça, c'était pas si évident, mais en même temps, c'était assez difficile d'arriver à illustrer en fait ces fonctions. Alors, ces illustrations avaient aussi pour but en fait de venir illustrer en fait une carte d'identité, parce que après le passeport, en fait, l'idée c'était aussi que l'enfant ait une petite carte d'identité, quelque chose de vraiment très très simple, ou qui reprendrait en fait, donc je vous en montre une là, qui reprendrait un peu une image qui montrerait un peu son niveau de déficience visuelle, son trouble neurovisuel vraiment le plus, en tout cas qui le gêne le plus dans la vie quotidienne, et avec à côté eh bien, les compensations, les aides, les adaptations dont il peut avoir besoin. Donc quelque chose de vraiment très synthétique et très simple. C'était l'idée. Et pour les points forts. On a fait déjà un premier bilan de ce projet en termes de points forts, et puis après
On a aussi parlé des points à améliorer. Donc les points forts du projet, ça a été vraiment les rencontres et les échanges entre équipes, donc entre équipes européennes, mais également au sein de nos établissements respectifs, entre équipes pluridisciplinaires. On a vraiment pu, du coup, à différents moments de l'expérimentation, parler des enfants de façon différente, je pense. Un deuxième point qui nous a vraiment semblé très important et qui va l'être par la suite pour continuer d'évaluer tous les enfants qu'on accompagne, c'est que on a eu bien sûr des financements de l'Europe qui nous ont notamment permis d'acheter de nombreux tests, puisque dans tous les tests qui ont été listés par mes collègues, il y en avait beaucoup qu'on n'avait pas initialement au CRDV, donc ça a permis aussi d'acheter de nombreux tests qui sont maintenant la possession de l'établissement. Les questionnaires dont on a parlé au début, qui avaient pour but en fait d'illustrer dans le quotidien le comportement des enfants, en demandant et aux professionnels qui les connaissaient bien et à leurs parents comment l'enfant pouvait se comporter dans telle ou telle situation, a permis réellement d'impliquer les familles également dans ce processus, et a également permis de nourrir le passeport. Donc on le verra tout à l'heure sur un exemple concret, mais on voit aussi que l'idée est vraiment de faire un outil qui soit synthétique, concis et qui soit réellement ancré dans le quotidien en mettant des exemples des difficultés et des points forts de ces enfants. Et bien sûr donc la création du passeport, parce que cet outil finalement, au-delà et par-delà les enfants ayant une déficience visuelle et des troubles neurovisuels, ce qu'on se dit un petit peu en interne et en équipe, c'est que vraiment ce passeport qui, en une page recto-verso, reprend les compétences et les difficultés des enfants, pourrait être élargi à tous les enfants que nous accompagnons, parce que c'est aussi un outil d'échange avec les partenaires et de travail aussi très concret, parce que souvent, effectivement, on va parler de termes très spécifiques, et mes collègues rééducatrices, voilà, pour elles c'est leur quotidien, mais peut-être que des fois pour tout un chacun c'est pas si évident. Donc le fait d'avoir vraiment un passeport ancré dans le quotidien et dans la réalité des enfants peut être une aide. Alors les limites dans ce projet. Alors le projet s'est échelonné, ou s'échelonne encore puisqu'il n'est pas encore tout à fait terminé sur 3 ans. Mais un des constats qu'on a pu faire, c'était le manque cruel de temps, puisque comme vous l'ont dit mes différentes collègues, en fait tous ces tests prennent du temps pour la passation, et on avait aussi des deadlines qui nous étaient fixés sur tout le déroulement du projet, donc on a pu manquer de temps. Une autre entrave était la venue de certains enfants. Bon, au CRDV, il y a des enfants qu'on voit très très régulièrement, il y en a d'autres que l'on voit peu, et certains qui ont été retenus pour faire partie de l'expérimentation ne viennent au CRDV qu'une fois par mois. Ils ont un emploi du temps déjà bien rempli en termes de rééducation et d'accompagnement divers, et il fallait en plus trouver le temps de leur faire passer toute cette batterie de tests. Tout en amont du projet, en fait, je pense qu'on vous l'a dit, mais peut-être un petit peu brièvement, bien sûr qu'il nous fallait l'accord des familles. Donc il a fallu présenter le projet, expliquer ce qu'on voulait essayer de faire, et l'obtention de l'accord des familles a pu être un petit peu long, parce que, et c'est bien normal, les parents avaient besoin de plus d'explications, de connaître réellement les tenants et les aboutissements du projet. Donc ça a été un petit peu long, à plus forte raison pour certains enfants qui ont pu être choisis, qui relevaient de l'aide sociale à l'enfance, où là les démarches aussi pour obtenir l'accord de l'expérimentation a été encore plus longue. Difficulté aussi à obtenir certains bilans réalisés à l'extérieur, puisque certains enfants pouvaient être suivis conjointement dans d'autres structures. D'autres bilans avaient déjà été réalisés dans ces structures-là, que ce soit des bilans neuropsy ou même des bilans de rééducateurs, et il n'était pas, bien sûr pas pertinent de faire repasser la totalité de la batterie de tests, surtout quand on voit comment elle est lourde. Et du coup, il a pu parfois être un petit peu long de récupérer ces tests, ces bilans-là faits au préalable par d'autres collègues. Et puis, on l'a mis en gras sur le diaporama, puisque c'était
encore plus important pour notre public de déficients visuels, l'impossibilité d'adapter certains tests à notre public, notamment pour les grands déficients visuels, en raison de la standardisation existante. Donc maintenant, on va évoquer les cas cliniques et je vais redonner la parole à Madame Dalens. Pardon. Alors, le premier enfant, c'est un enfant qui a subi un syndrome de Silberman à 2 ans. Il avait des hématomes sous-duraux, une hypertension intracrânienne, et l'hypertension intracrânienne avait entraîné une infophéresis. Et donc, cet enfant est arrivé ici avec un diagnostic d'atrophie optique post-hypertension intracrânienne. Son acuité visuelle centrale est basse, 0,4 dixième d'un côté avec des E, inchiffrable avec des images, et l'œil gauche est non fonctionnel, en strabisme divergent, avec un nystagmus, et de près de son œil droit, 0,04 à 40 cm. On a un champ visuel de 15 degrés concentriques, mais cet enfant se cogne très peu et évite les obstacles. Avec le temps, cet enfant a été examiné de façon multiple, et il est apparu que cet enfant avait non seulement une atrophie optique, mais une dysgnosie des objets, des images, des visages, probablement agnosie de haut niveau, parce que l'appariement, le tricatégoriel et le graphisme sur copie étaient possibles. Et par ailleurs, cet enfant avait un syndrome dysexécutif. Voilà, donc là, on est dans le cas, en ce qui concerne le recrutement des centres de déficients visuels, d'un enfant qui a une cause périphérique et une cause centrale de déficience visuelle. Actuellement, il est en internat en milieu de déficience visuelle, il travaille en braille, avec des rééducations en activité bijournalière, psychomote et orthopsie. Cet enfant est scolarisé en ULIS, et cet enfant est autonome dans la vie quotidienne. Par contre, l'adaptation de l'environnement est absolument nécessaire. Alors voilà son passeport. On a essayé de, bon, on va vous épargner la lecture entière du passeport, mais voulez vous faire. On a surligné en jaune les choses qui nous semblaient vraiment être importantes et surtout qui étaient vraiment en lien avec le quotidien. Donc cet enfant, en fait, alors il se déplaçait bien, en fait. Globalement, mais elle pouvait quand même trébucher sur des obstacles au sol pendant les repas. Elle pouvait laisser en fait de la nourriture sur le bord de son assiette. Elle avait des difficultés aussi pour nommer certaines couleurs. Alors, elle avait du mal à suivre un objet en mouvement, beaucoup de difficultés à repérer un vêtement dans une pile et comme trouver un objet parmi d'autres. De très très grandes difficultés, c'était ça vraiment la difficulté qui l'handicapait le plus, de grandes difficultés dans la reconnaissance en fait des objets et des images, une incapacité à dénommer, et moi qui l'ai vue presque, pas tout à fait à son arrivée, mais assez rapidement, elle se présentait vraiment en fait comme une non-voyante, et elle-même ne comprenait même pas ce qu'elle venait faire en fait en rééducation avec moi, en me disant mais de toute façon je ne vois rien, donc je ne sais pas du tout voilà pourquoi je viens te voir, parce que je ne vois rien. Donc elle avait en plus vraiment une non-conscience en fait de voir, et il a fallu vraiment travailler là-dessus sur sa conscience de voir, et c'est vrai que maintenant c'est super parce que elle demande quand elle ne reconnaît pas, elle demande en fait à ce qu'on lui décrive en fait les choses. Elle est arrivée à prendre des indices pertinents dans son environnement pour arriver à reconnaître tout un tas de choses de son quotidien. Enfin, elle est vraiment très très étonnante, et elle a tout à fait maintenant conscience de voir, et elle vient en éducation en courant, ça lui pose plus de soucis. Mais je peux vous assurer que les 6 premiers mois ont été compliqués, et je me demandais vraiment par quel bout j'allais pouvoir prendre le truc. Et maintenant, même alors longtemps, c'est resté un peu en rééducation, je dirais, son utilisation de la vision fonctionnelle. Et maintenant, en fait, les équipes éducatives et les collègues qui s'occupent d'elle disent vraiment qu'elle utilise cette vision vraiment beaucoup maintenant dans le quotidien. Donc ça, c'est super bon. C'est une petite fille brillante. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux... Donc, du fait de ce syndrome, forcément au niveau de
des fonctions exécutives, de l'attention. On savait par avance que ça allait être impacté. Dans le quotidien, déjà, c'est une jeune qui est très pertinente. Elle a vraiment des analyses fines dans ses commentaires, etc. Et ça, on peut le mettre en lien vraiment avec des capacités d'apprentissage de nouvelles informations très développées. Elle a un très bon langage, elle a vraiment, elle exploite vraiment très bien ses capacités verbales. Et on s'attendait qu'elle ait des problèmes à planifier les choses, parce que ça fait partie de ce qu'on attend pour un enfant qui a eu ce syndrome-là. Et finalement, là-dessus, au quotidien, bien sûr, elle est aidée, hein, il y a les éducateurs, mais il n'y a pas de difficulté pour les réaliser. Par contre, c'est surtout au niveau comportemental que cette jeune présente des difficultés avec cette instabilité physique et un besoin, une adhérence, quoi, et un besoin de toucher à tout, même nous, hein, elle vient nous toucher les mains, elle est vraiment très tactile, et ça, elle ne peut pas s'en empêcher, et ça amène parfois à des difficultés à réguler son comportement parce qu'elle ne se maîtrise pas forcément. Et c'est compliqué du coup de contrôler ses émotions, aussi de les intégrer, de les comprendre. Donc ça peut venir un petit peu, lorsqu'elle fait quelque chose, tout ça, ça va venir parasiter ce qu'elle est en train de faire dans les apprentissages au quotidien. Elle va être sur la réalisation d'un exercice, il va y avoir un nouvel objet où elle entend quelque chose, elle va essayer de l'attraper. Enfin, c'est un enfant qui a besoin d'être canalisé, d'avoir l'adulte auprès d'elle. Donc c'était surtout ça qui était important dans ce passeport, c'est oui, il y a toutes ces difficultés, mais voilà en quoi nous, on peut l'aider. Et donc on vous a un petit peu décrit qu'il fallait lui décrire son environnement, parce qu'il faut quand même s'assurer que ce qu'elle voit, c'est bien ce qui est, vu qu'elle a des problèmes de reconnaissance. Et épurer bien sûr les supports pédagogiques, et la canaliser pour qu'elle régule un petit peu ce comportement. Alors, ce qui était étonnant chez elle, c'est assez récent. On travaillait beaucoup, du coup, la représentation mentale, qui était évidemment très pauvre chez cet enfant, mais en s'appuyant beaucoup, en fait, sur la verbalisation. Elle a un bon niveau de langage. D'ailleurs, elle parle beaucoup, et donc on s'était beaucoup appuyé là-dessus. Je savais que son agnosie était plutôt sur le versant associatif et qu'elle faisait des tris, des appariements, mais j'avais pas du tout pensé en fait à lui proposer le graphisme en support en fait à ses représentations. Et c'est d'elle-même qui un jour trouvait pas les mots. En fait, on faisait des jeux de devinettes et elle m'a dit mais bon, ça, je sais pas comment te le décrire. Par contre, je peux te le dessiner. Et elle a pris une feuille et elle m'a dessiné une guitare qui avait tout. Il y avait tout. C'était bluffant. Donc depuis, en fait, ce qui est connu dans l'agnosie associative, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé lui proposer. Elle a une acuité visuelle à 0,4. Bon, et en fait, depuis, on se base beaucoup là-dessus et ça aide à la fois donc et la verbalisation et le geste graphique à engrammer en fait ses représentations mentales et elle est vraiment étonnante. Mais d'elle-même, voilà, elle arrive à trouver des trucs et c'est elle qui nous guide. C'est extraordinaire. Enfin, voilà. Bon, c'est une super petite fille. Oui, c'est vrai. Alors, le deuxième enfant est un enfant qui a une cause périphérique de déficience visuelle, puisqu'il y a une anomalie vitréenne au niveau de l'œil gauche, il n'a pas de fovea au niveau de l'œil droit, il a un nystagmus, un strabisme divergent, une IRM normale, son acuité visuelle est de 1,2 dixième d'un côté, 1 dixième de l'autre, et à 40 cm, il voit P20, c'est pas beaucoup. Alors, par contre, cet enfant a des particularités développementales. C'est un enfant précoce, dyspraxique, qui est porteur d'une grande anxiété. Il est interne dans le centre de déficients visuels et scolarisé en collège en intégration. Il travaille sur ordinateur. Il a besoin encore d'une AVS car il a un problème attentionnel. Il est excellent en français. Cet enfant a réclamé une compensation audio pour la lecture, pour pouvoir lire des livres plus facilement. C'est plus difficile en maths. Il utilise un logiciel particulier en géométrie. Et il va dans des classes spécialisées pour les mathématiques, l'histoire géo et la techno. Alors lui, il rentre dans la case enfant déficient visuel, pour cause périphérique,
présentant des troubles d'apprentissage avec une association entre la déficience visuelle et les troubles d'apprentissage. Et dans le cadre de ces troubles d'apprentissage, il y a du CVI. Alors, je ne sais pas laquelle, peu importe. Les choses que vous a décrit Madame Dalins concernant cet enfant, c'est des choses effectivement qu'on connaissait déjà avant l'expérience. C'est un jeune qu'on suit quand même depuis longtemps, depuis qu'il est tout petit. Là, maintenant, il est au collège et on le suit depuis son début de primaire, je dirais à peu près, je crois. Donc on connaissait en fait un certain nombre de ces difficultés. Ce qui est apparu là et ce qui a été intéressant en fait quand on en a parlé en fait aux enseignants, qu'on a fait le retour de l'évaluation en fait avec les enseignants, c'est que ce qu'on n'avait pas du tout à l'esprit, c'est qu'il avait aussi un gros déficit de l'attention visuelle globale. En fait, c'est un jeune qui va se fixer sur des détails. Malgré sa déficience visuelle, lui aussi. Lui, alors, je ne sais plus si au Naval Letters il l'a fait, je ne me rappelle plus, mais peut-être bien. Je crois qu'en premier, il a d'abord lu les petites lettres et ensuite les grandes lettres. Il y en a qui s'arrêtent même qu'aux petites lettres. Donc, quand on a fait le retour en fait de cette évaluation, les enseignants ensuite nous ont dit mais oui, mais voilà, c'est ça son gros problème, parce que la dyspraxie, la déficience visuelle, elle est depuis très longtemps compensée par le gros caractère ou l'audio. La dyspraxie, il a un ordinateur depuis qu'il est au CP, c'est plus un souci. Mais cette difficulté à prendre en compte en fait une image globale, par exemple, alors c'était surtout en histoire géo, en sciences, que vous nous l'avez fait remarquer, ou en nous disant, mais en fait, on ne peut pas, un dessin en fait, d'histoire géo, une carte ou quelque chose comme ça, en fait, il va se fixer sur des détails, il ne pourra pas prendre en compte en fait la globalité de l'information. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas en fait repéré chez lui et qu'on a repéré là. Donc voilà, c'est ce qui apparaît un peu là dans le passeport. Il est aussi perdu dans les endroits où il y a beaucoup de choses à regarder, des difficultés à trouver un ami ou un membre de la famille dans une foule. C'est des choses qui étaient décrites dans le questionnaire, que les parents nous ont renvoyé lors du questionnaire. Prend connaissance des détails des images et non de la globalité. Et ça, d'autant plus que les images sont complexes. Enfin voilà, toutes ces choses-là que je viens de vous décrire. Et donc ensuite, on peut voir que ce qui était les autres domaines importants, fonctions exécutives, etc., là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Au niveau cognitif, il ne présente pas de difficulté. Par contre, c'est plus au niveau du comportement, il va avoir d'énormes angoisses. Il peut être très envahi par ses émotions. Et c'est vraiment sa principale difficulté au niveau comportemental et cognitif. Ensuite, il réussit les choses, mais il est lent. Voilà. Tous les tests ont été réussis en termes de qualité, mais au niveau de la vitesse de traitement, il présente une lenteur due à tout ce que vient de vous décrire Isabelle. Donc c'est un enfant, encore une fois, concernant les adaptations, qui a besoin de travailler dans un environnement calme, d'un cadre rassurant, d'un adulte. Et pour l'école en soi, il faut épurer les documents. Encore une fois, lui décrire les images, parce que si c'est seulement fixé sur un détail, il va forcément faire des confusions. Grossir les documents, travailler sur l'ordinateur, parce qu'il l'a investi dès le départ et que c'est un outil de compensation dont il s'est facilement emparé, donc il faut continuer là-dessus. Et bien entendu, un soutien scolaire individuel. Voilà pour ce jeune-là. Et vous vouliez... Oui. Alors le dernier cas est une jeune fille un peu grande qui a fait une cécité corticale par des comas hypoglycémiques tout bébé dans le cadre d'une maladie métabolique, et l'IRM a montré une atrophie des lobes occipitaux lorsque le diagnostic a été fait. Son acuité visuelle est de 0,9 dixième à droite, 1,2 à gauche, en lettres séparées, 0,20 à 40 cm, elle a un strabisme divergent, elle a une atteinte du champ visuel, une atteinte de la voie ventrale avec une dysgnosie des images, une prosopagnosie, et une atteinte de la voie dorsale au niveau de la stratégie visuelle qui est anarchique, elle a une simultagnosie et elle a un déficit spatial.
Alors, cette jeune fille n'a pas pu faire partie du projet du fait de son âge, mais nous avons mis son cas dans cette présentation parce qu'il s'agit du 3e cas de pathologie neurovisuelle qu'on retrouve dans les centres de déficience visuelle, c'est-à-dire les cécités corticales et leurs séquelles. Ces cas sont certainement moins fréquents que, en particulier, le précédent en nombre d'enfants, mais posent des problèmes d'évaluation et de compensation particulièrement difficiles. Donc elle est scolarisée en milieu de déficience visuelle en Ulysse collège. Elle n'a jamais acquis une lecture courante, elle n'a pas accès à l'écriture. Voilà, la lecture est très lente par la voie d'assemblage, pas d'accès à l'écrit. Il faut une tierce personne pour l'accès aux documents. Elle a un déficit en attention auditive qui bien sûr perturbe d'autres choses et un déficit mnésique par défaut d'encodage. Voilà. Et je sais par Isabelle qu'on lui a proposé très récemment une machine à lire. Les machines à lire deviennent de plus en plus sophistiquées. Et là, elles en avaient une très simple d'utilisation. Et cet enfant s'est mis à l'utiliser avec relativement de la facilité et des grands sourires. Donc, on peut penser que ces enfants vont bénéficier dans l'avenir de toutes les compensations sur le plan de la lecture et de l'écriture pour essayer de garder des apprentissages le plus possible en lien avec leur niveau d'âge. Voilà, je vous remercie et bien sûr si vous avez des questions.